Bienvenue à la première émission d'une série de 4, au cours desquelles nous vous parlerons des toitures végétalisées. Nous aborderons divers sujets, entre autres les défis d'adaptation au changement climatique dans notre environnement urbain, ainsi que les différentes caractéristiques spécifiques aux toits verts qui pourraient nous aider à faire face à ces nouvelles contraintes. Nous vous expliquerons comment elles sont construites et quelles sont les technologies disponibles sur le marché québécois. Suivez-nous dans le monde innovateur des technologies vertes et des phytotechnologies. On perçoit les toits verts comme un phénomène nouveau, à la fine pointe des nouvelles tendances architecturales. L'essor des toits verts en Amérique du Nord est certes récent. Leur existence remonte néanmoins jusqu'aux origines même des anciennes civilisations de Mésopotamie. L'archéologue Leonard Woodley indique dans ses ouvrages qu'on retrouvait des arbres et des arbustes sur les nombreuses terrasses des ziggourats, temples mésopotamiens qu'on construisait il y a près de 4000 ans avant Jésus-Christ. À travers l'histoire, les dominants de ce monde ont bien cultivé cette tradition architecturale. On n'a qu'à penser au toit-jardin du Mont-Saint-Michel en France, de la ville des Mystères à Pompéi ou de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Ceci ne représente cependant qu'un des deux pendants des toitures végétales, car d'autres anciennes civilisations ont également développé une autre forme de toit vert pour des raisons, disons, plus terre-à-terre. Les populations scandinaves utilisaient des mottes de tourbe pour tenir en place l'écorce de bouleau qui constituait l'étanchéité du toit de leurs fermes et de leurs maisons. Cette couche de terre et de gazon conférait du même coup un effet isolant au bâtiment. Cette technique a été utilisée par les peuples vikings du nord de l'Europe à partir du 8e siècle. Elle est depuis restée dans les traditions scandinaves et peut encore aujourd'hui être observée. D'ailleurs, les Vikings ont fait voyager cette technique jusqu'au Canada, aux alentours de l'an 1000, époque à laquelle ils se sont établis à L'Anse aux Meadows, à Terre-Neuve. Les origines des toitures végétales telles qu'on les connaît aujourd'hui datent plutôt de l'ère industrielle en Allemagne, époque à laquelle un mix de gravier et de sable était mélangé au bitume pour en diminuer l'inflammabilité. Ce terreau, propice à la végétation spontanée, avait également la propriété de faire durer l'étanchéité du toit au-delà de sa durée normale. C'est d'ailleurs ce phénomène que des chercheurs allemands ont commencé à documenter pour éventuellement créer les bases des technologies de toit vert. Encore à ce jour, l'Allemagne est le leader mondial en termes de quantité de toits verts installés, ainsi que dans l'élaboration de normes et de standards utilisés partout à travers le monde. Des incitatifs financiers et des réglementations de certaines villes allemandes ont également grandement influencé des villes comme Chicago, Portland, Vancouver et plus près de nous, Toronto. Le résultat de ces réglementations s'est traduit par une explosion du phénomène en Amérique du Nord au tournant des années 2000. L'organisme Green Roof for Healthy Cities, qui fait le recensement des projets de toits verts à travers l'Amérique du Nord, montre que cette industrie est en plein essor et que Montréal, loin d'être en reste, se classe parmi les 10 villes totalisant le plus de surface de toits végétalisés. Une toiture végétalisée ayant 75 mm de substrat va capter et séquestrer 50% des précipitations annuelles. Avec 300 mm, la capacité de rétention peut être augmentée jusqu'à 90%. Owen Rose, architecte chez Rose Architecture, est très impliqué dans le domaine de la construction durable. Il va nous présenter de quelle façon les toitures végétales peuvent nous aider à gérer les surcharges d'eau de pluie. Dans les grandes villes à travers le monde, il y a deux enjeux face au changement climatique. C'est la gestion des eaux de pluie et les îlots de chaleur. Alors, les toits verts réussissent à s'adresser aux deux points. Et en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ça veut dire que c'est les eaux de pluie, c'est même la fonte des neiges, c'est toute l'eau que la ville doit traiter qui tombe sur ses terrains et toutes ces eaux-là doivent aller quelque part. Et à ce moment-ci, ces eaux-là vont dans les égouts de la ville et sont traitées à l'est de l'île de Montréal. Mais quand il pleut trop et trop vite, il y a des débordements. Malheureusement, une bonne partie de ces eaux-là vont direct, sans avoir été traitées, dans le fleuve Saint-Laurent. Est-ce que tous les toits
verts vont retenir l'eau de manière égale? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs pour ça? Ça, c'est une super bonne question parce qu'il faut reconnaître la variété des systèmes de toiture végétalisée disponibles. Et quand je dis variété, il y a une variété d'épaisseur de terreau. Alors, il y a des systèmes qu'il n'y a que 5 cm de terreau jusqu'au système de 30 cm de terreau. Et en plus, il y a des systèmes avec une variété de plantes différentes. Il y a certaines plantes qui boivent mieux. Et en moyenne, une toiture végétalisée est reconnue de retenir 50 des eaux annuelles de pluie sur le toit. Mais ce qui est intéressant, le centre Frédéric Bach à Québec a installé une toiture verte déjà il y a des années. Et avec leur toiture, ils ont installé les sondes pour la rétention des eaux de pluie. Et en moyenne, ils trouvent qu'ils retiennent jusqu'à 95 sinon plus, des eaux de pluie annuelles sur le toit. On ne veut pas garder l'humidité généralement près d'une fondation, sur un toit. Est-ce que c'est pas justement contre-productif d'avoir beaucoup d'eau sur un toit comme ça? Mais d'abord, quand on parle d'avoir beaucoup d'eau sur le toit, c'est de l'eau imbibée dans un système de toit vert, c'est de l'eau imbibée dans le terreau. Alors, comme en jardin au sol ou comme en pot à fleurs, c'est l'eau qui est imbibée dans un système. À part de ça, la toiture végétalisée est composée d'un système de membrane en commençant avec la membrane d'étanchéité. Et la membrane d'étanchéité est une technologie avancée qui est capable de faire face à une présence constante d'eau sur le toit. Mais au-dessus de cette membrane-là, il y a des panneaux de drainage qui laissent jamais accumuler de l'eau sur le toit tel qu'une piscine. Toutes les eaux supplémentaires sont capables de drainer vers le drain de la toiture et les eaux retenues sont les eaux retenues dans le substrat de croissance, le terreau, et dans d'autres systèmes de rétention des eaux qui sont composés pour cet effet-là. Donc, c'est ça, il n'y a pas vraiment de risque, mettons, au printemps, la fonte des neiges, une accumulation de glace, il y a beaucoup d'eau, que ça déborde ou que ça cause des dommages? Mais ça, c'est intéressant de parler du printemps parce que quand on tient en compte le risque, surtout pour les toitures végétalisées, c'est relié à la structure. Et quand on regarde la structure de la toiture, c'est le pire moment de l'année. C'est le printemps avec un bon mètre de neige, il commence à pleuvoir, la neige est complètement imbibée d'eau, le système de toit vert est imbibé d'eau et ça fait le poids maximal sur le toit. Et à ce moment-là, oui, l'eau va drainer vers le drain et ça va partir et le poids de la toiture sera retenu par la structure qui a été étudiée pour le pire moment qui est d'habitude le printemps. C'est toi qui as conçu l'aménagement dans lequel on se trouve en ce moment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la nature du projet? Là, je vois, il y a de l'agriculture urbaine, il y a des toits avec des graminées. Pas de problème. Ce projet-là, c'est intéressant parce qu'on a commencé à aborder le projet avec la coop il y a 3 ans. Et la coop était en montage de subventions et de montage financier à l'interne. Ils avaient le rêve de vivre sur leur toit. Parce que, comme tu l'as bien dit, ils sont dans le Vieux-Montréal. Il n'y a pas de cour pour cette coop-là. La cour de la coop est le toit. Alors, eux, ils avaient les objectifs de terrasse. Ils avaient l'objectif d'avoir l'agriculture urbaine sur le toit. Ils ont même une ruche sur le toit. Alors, il y a des abeilles qui circulent et ils voulaient avoir une toiture végétalisée. Et à ça, la toiture végétalisée, ils voulaient que tous les plants choisis soient les plants indigènes du Québec. Et ils voulaient aussi les façons de voir la ville autrement et de faire un design qui représentait leurs valeurs. Alors, à l'intérieur de cet aménagement de toiture végétalisée, c'est le coop Cercle Carré. On a les rangs de rosiers sauvages du Québec. On a les lignes droites qui amènent la vue directe vers le centre-ville. Et dans ces lignes, on a une partie comestible avec la ciboulette et les fraises. Et en plus, on a les graminées qui poussent dans le vent, comme l'orge agréable. On a toutes sortes de variétés qui viennent un peu partout au Québec et qui sont les plantes qui ont des belles racines, ont la capacité de survivre quand même la sécheresse et la capacité de survivre l'hiver. Dans le cas de cette toiture-là, on a un système d'irrigation efficace goutte à goutte qui est utilisé pour garder les plantes en bonne santé. Et la terrasse ici autour de nous, c'est des bacs d'agriculture urbaine, des smart pots.
dans lesquels la coop cultive toutes sortes de fines herbes et de légumes sur les terrasses qui sont faites en cèdre blanc du Québec. Alors, des produits locaux afin de promouvoir notre richesse naturelle du Québec, le bois autant que la verdure et les technologies de Smart Pot, qui est aussi un produit local du Québec. 33 villes nord-américaines, dont Montréal, ont adopté des politiques, des incitatifs ou des guides techniques dédiés aux toitures végétalisées. On est aujourd'hui, par cette journée frisquette, à l'Université de Montréal, à la Faculté d'aménagement. Je suis avec le professeur Valérie Mao. Bonjour Valérie. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui. Vous êtes professeur adjointe ici à la faculté. C'est quoi vos fonctions exactement? C'est quoi vos recherches? Je suis enseignante et chercheuse, comme tout professeur ici à l'université. Et donc j'enseigne les cours de construction, les cours de construction par rapport à l'environnement. Et dans le cadre de mes recherches, je travaille sur la gestion des eaux de ruissellement, donc la gestion des eaux de pluie, aussi la gestion des eaux usées. Là, on vient tout juste de sortir du fameux Flushgate. On s'est rendu compte qu'il y avait certains problèmes justement avec la gestion de l'eau. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de villes qui envoyaient leur eau directement dans la rivière ou directement dans le fleuve, pas seulement Montréal. Comment on peut expliquer ça? Il doit y avoir une station d'épuration normalement pour tous les réseaux d'assainissement, donc c'est une règle, une norme, mais ça n'a pas été mis en place directement. Donc je veux dire, jusqu'à il y a un certain temps, on envoyait tout directement dans les ruisseaux. Donc progressivement, on a aménagé des stations d'épuration qui permettaient d'épurer les eaux avant rejet vers le milieu. Mais de toute façon, dans tous les cas, les réseaux d'assainissement déversent quand même une partie de leurs eaux vers les ruisseaux, parce qu'en fait, quand ils sont saturés, ils sont obligés, ils débordent et alors ils débordent vers le milieu. Alors les toitures vertes, elles ont un intérêt, c'est qu'elles peuvent retenir une partie des eaux de pluie directement à la source, donc là où ça tombe. Donc toute cette eau-là ne va pas aller à la station d'épuration et donc la station d'épuration n'aura pas à traiter cette eau relativement propre. Je dis relativement propre parce qu'elles sont quand même légèrement polluées, mais elles sont quand même moins polluées que les eaux usées. Je sais qu'il y a certaines villes dans le monde qui ont adopté des stratégies, peut-être globales, pour la gestion des eaux de ruissellement. On parle de Portland ou des villes en Allemagne, Berlin, Stuttgart. Oui, en France. Est-ce que c'est quel genre de stratégie, en fait, ils mettent en place? Je sais que le toit vert fait partie, mais voilà, est-ce que c'est... comment on pourrait décrire une stratégie? En fait, les toitures vertes, elles ont l'avantage de gérer les eaux qui arrivent sur la toiture, donc sur cette toiture-là, enfin les toitures qui sont couvertes par les toitures vertes. Mais il y a d'autres espaces qui vont ruisseler. Certaines toitures ne sont pas munies de toitures vertes. Aussi, tous les pavages, les chaussées génèrent des volumes de ruissellement sur lesquels il n'y a pas de toiture verte. Donc en fait, elles génèrent des volumes d'eau qu'il faut traiter pour essayer d'éviter de les envoyer au réseau d'assainissement. Et donc il y a des techniques qui existent, qui sont mises effectivement en avant par la ville de Portland, les villes en Allemagne aussi. Ce sont des dépressions dans le sol qui permettent une accumulation temporaire de l'eau et qui permettent l'infiltration de l'eau dans le sol. On parle de noues, on parle de bassins secs, éventuellement des bassins en eau aussi, donc il y a quand même une partie d'eau qui reste toute l'année et c'est simplement le niveau en fait qui varie en fonction des intempéries. Puis en termes de stratégie, la ville, comment elle s'y prend? Est-ce qu'elle fait elle-même des démarches pour créer ces aménagements-là ou il y a des exemples dans le monde où il y a des incitatifs ou des réglementations qui obligent des propriétaires? Oui, c'est ça. Donc il y a certaines villes qui incitent la population à gérer leurs eaux de ruissellement, donc in situ, donc sur leurs parcelles. Certaines villes imposent ça, d'autres donnent des incitatifs. Ça dépend un peu des politiques en matière de gestion des eaux de ruissellement. Elles limitent aussi par un certain débit le débit de sortie en fait d'une parcelle. Okay. Et donc les maîtres de l'ouvrage doivent s'arranger pour, d'une manière ou d'une autre, gérer les eaux pluviales sur leur parcelle. Est-ce qu'on parle un peu comme un compteur intelligent, mais à la sortie, dans le fond? Ou... Bon, un compteur, ce sont plutôt des dispositifs qui sont mis en place pour limiter les débits de sortie vers le réseau d'assainissement. Pour vous, ce serait quoi l'architecture de demain? Hein? Eh bien, je dirais de trouver les moyens à la fois techniques, mais aussi urbains, pour diminuer les eaux de ruissellement, ou en tout cas pour pouvoir les gérer une fois qu'elles sont générées. Je travaille beaucoup sur la question des nouvelles rivières urbaines. Okay. Et en fait, je suis en train de fabriquer une cartographie des anciens ruisseaux
Le but, c'est pas de recréer les anciens ruisseaux puis d'être dans une version un peu romantique, on va dire, de la chose. Mais l'idée, c'est que la topographie existe encore. Elle est la même qu'il y a 500 ans, à peu de choses près. Il y a du changement, mais globalement, il n'y en a pas eu tant que ça. Et donc, l'eau coule toujours vers le bas. Et donc, les eaux de ruissellement, si on les renvoie pas au réseau d'assainissement, eh bien ces eaux-là vont se retrouver donc dans les points creux. Okay. Et donc la fabrication de cette carte est vraiment intéressante parce qu'elle permet de situer les creux et les crêtes, donc les limites de bassin versant. Okay. Et donc c'est un outil en fait qui serait destiné au grand public, aux administrations, aux bureaux d'études, pour pouvoir imaginer des projets de ville, enfin des projets de quartier. Parce que ni plus ni moins, ces rivières-là en ce moment, ils sont enfouies, Tout à fait. En fait, la plupart des anciens ruisseaux de l'île de Montréal ont été canalisés, sont devenus des réseaux d'assainissement en fait. C'est l'origine des réseaux d'assainissement. Donc la plupart, pas tous, mais la plupart sont canalisés et sont transformés en réseaux d'assainissement. Donc, vous dites peut-être qu'en bas de la côte des Neiges, mettons, on pourrait avoir un petit lac, là, puis un aménagement, un parc autour de ça. Par exemple, oui, tout à fait. Ouais. L'idée, c'est effectivement d'avoir des nouvelles rivières qui permettent d'absorber des volumes de ruissellement et d'en faire autre chose que de les envoyer au réseau d'assainissement, de les traiter en amont, donc de potentiellement, si on peut, les infiltrer dans le sol, les infiltrer dans le sol. Mais sinon, c'est de ralentir l'eau, en fait, pour qu'elle n'inonde pas le réseau d'assainissement. Puis c'est peut-être là où les techniques peut-être traditionnelles de création de bassins en béton, des bassins de rétention en béton, puis des ouvrages comme des toits verts ou des choses comme ça où on a une plus-value finalement? Ou, Il y a une plus-value certaine, en tout cas en termes de profit pour l'espace public. Je pense qu'on peut vraiment créer une qualité intéressante dans l'espace public avec la présence de l'eau. Bon, ça demande quand même un certain entretien, etc. Mais disons que les réservoirs qui permettent d'accueillir ces eaux de ruissellement et qui sont enfouies sous terre, ça coûte très très cher et c'est monofonctionnel. Ça veut dire que ça va ne servir qu'à ça. Tandis que les espaces publics qui sont aménagés pour recueillir l'eau temporairement peuvent aussi servir pour les jeux des enfants éventuellement, pour des marchés, enfin pour simplement le plaisir d'avoir du gazon aussi dans l'espace public. Ce qu'on a ici, c'est une membrane de bitume caoutchouté. C'est une membrane qui est appliquée à chaud. C'est une membrane qui est en adhérence complète au substrat. Un produit qu'on utilise dans les concepts de toiture à membrane protégée. Donc, la membrane est à adhérence complète, monolithique. Après ça, on va venir avec les opérations subséquentes de barrière anti-racines, d'isolant rigide, de panneaux drainants, et puis le substrat de croissance et la végétation. Allons rejoindre Denis Gingras de l'entreprise Les Membranes Hydrotech. Peux-tu nous expliquer un peu, ça vient d'où, c'est quoi? Bien, Hydrotech, c'est un manufacturier de membranes d'étanchéité, membrane d'imperméabilisation de bitume caoutchouté qui est basé à Ville d'Anjou. Okay. Et puis que notre produit est sur le marché depuis 1963. Okay. Et puis, on a commencé à intégrer les toitures végétalisées à partir de 1998. On a mis ça étant donné que c'était un assemblage qui était très complémentaire à notre type de produit qu'on vend. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le système? Oui, mais qu'est-ce qu'on a utilisé finalement? C'est ce qu'on retrouve ici sur la maquette, là, mis à part la membrane qui était déjà existante. Là. Ouais. Donc, on a mis la barrière anti-racine. Okay. L'isolant, il n'est pas là parce que c'est une toiture conventionnelle. Okay. Mais après ça, on est venu mettre les panneaux gaufrés. Okay. Les panneaux alvéolés, là, comme j'ai dit tantôt, qui fait la rétention d'eau. On a mis 3 pouces de substrat de croissance, mais sur la maquette, le modèle qu'on a là, on a joué avec le profil. On a fait des petites courbes, des petites bases, des petits monticules. Puis dans les parties plus élevées, on a intercalé des plantes vivaces qui avaient besoin de plus de profondeur de substrat. Okay. Puis à la grandeur, bien, c'est des tapis de sédum qui ont été installés.
Qui installe les projets Hydrotec? On a des applicateurs approuvés pour la pose de la membrane. La membrane comme telle, c'est installé par des entrepreneurs spécialisés, des couvreurs spécialisés, parce que c'est vraiment un élément critique de l'assemblage. On veut vraiment pas que notre toiture coule, parce que quand on a tout un assemblage assez lourd par-dessus, on veut pas avoir de problème. Donc ça, c'est fait par des gens spécialisés qui, en général, vont se rendre jusqu'à l'isolant. Et puis après ça, c'est des entrepreneurs spécialisés en aménagement paysager qui vont venir faire la partie végétalisée. Donc, tu as 2 corps de métier spécialisés qui vont faire la construction d'un toit vert. Donc, Denis, où est-ce qu'on retrouve les projets généralement d'Hydrotec? Quel genre de type de bâtiment? Nous autres, traditionnellement, notre produit a toujours été utilisé dans l'institutionnel, dans le commercial. On va retrouver là, les membranes Hydrotec là, dans des projets, surtout de structures de béton. Fait que pour nous, les toitures végétalisées, on les retrouve dans les projets de condominium, les tours à bureaux et dans le milieu hospitalier aussi un peu. Un qu'on a fait récemment, c'est celui de centre sportif de Westmount, qui est finalement un parc au-dessus de 2 arénas, là, deux patinoires. Fait que c'est au niveau de la terre, c'est complètement accessible, mais finalement, on est sur une toiture végétalisée. Sur la rue Sainte-Catherine, il y a la Maison du développement durable, où on a fait une toiture végétalisée. Ça, encore là, ça peut être accessible. On a demandé la permission en bas. Et puis, il y a beaucoup d'autres projets là, dans le centre-ville de Montréal en Hydrotec. Sans trop embarquer, empilé sur la compétition, peux-tu nous expliquer c'est quoi les gros avantages du système d'Hydrotec? C'est quoi ses points forts? Comme j'ai dit, dans des systèmes institutionnels commerciaux, c'est un produit qui est bâti sur place. OK? Donc, on a la terre, on a tout ça. Donc, on peut, au niveau de la créativité, on peut faire on peut jouer avec le profil du terreau, puis on peut avoir peut-être plus de liberté. Puis, comme j'ai dit, c'est pas limité à l'extensif. On peut aller à l'intensif avec des arbres, des arbustes, en augmentant la profondeur du substrat. C'est un produit qui est éprouvé, là, qui a une longue fiche de route là, depuis le début des années 60. Des études démontrent que peu importe le genre, l'âge ou la culture, les humains préfèrent un paysage naturel à un paysage construit. Lors de notre prochaine émission, il sera question d'agriculture urbaine sur les toits, une solution durable à bien des égards.